Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine avec Quentin et Corentin à mes côtés au 39 21. Nous sommes à votre écoute pour dénouer avec vous des fils un peu trop serrés ou emmêlés, tous ces nœuds que l'on se fait à la tête ou au cœur, parfois aux deux d'ailleurs, des nœuds qui vont chercher leurs racines bien souvent dans le passé. Ah oui, le passé. À quoi bon le fouiller, diront certains. Pas pour le plaisir, c'est certain, mais pour faire passer le passé, pour pouvoir se projeter dans notre avenir, il faut parfois élaborer un long, douloureux et patient travail avec son passé. Faire la paix avec son passé, c'est aussi accueillir et accepter la personne que nous avons été, celle qui, à un moment de son existence, a fait ces choix-là, a pris ces décisions-là, ou celle qui a subi dans l'impuissance la plus totale une profonde injustice. C'est lui pardonner de ne pas avoir pu ou su. Repasser par le passé, cela nous sert à changer notre perception du présent, à comprendre que l'environnement ou le contexte a évolué pour ne plus rester prisonnier de nos comportements ou de nos croyances. C'est comme une sorte de grand nettoyage. Vous savez, les ordinateurs fonctionnent mal lorsqu'on ne fait pas les mises à jour. Eh bien, c'est notre point commun avec ces machines un peu vivantes et réactives. Nous aussi, nous avons besoin de mettre à jour nos programmes mentaux et émotionnels. Allez, on fait les mises à jour ce soir dans la libre antenne. Quentin et Corentin sont de remarquables experts qui vous établissent le diagnostic au 39 21 et c'est Jonathan Griveau qui supervise la technique de l'émission. Moi, je suis avec vous au micro pour l'intervention 39 21. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors Sarah, oui. Je suis un peu là. Un peu intimidée. Complètement. Oui. C'est un peu le grand bain quand on arrive comme ça à l'antenne. Alors depuis le temps que j'en rêve. Ah oui. Là, j'avais appelé déjà une fois, mais bon après j'avais pas. Bref, persévérer. J'étais pas passée à l'antenne, c'est la première fois. Oui. Mais là vraiment, il fallait vraiment que ça se passe parce que pour moi, je pense. Oui, c'est important pour vous. Important, c'est ça, important. Et c'est compliqué parce que bon là, voilà, ça fait plusieurs nuits, j'ai un sommeil très mauvais, donc bon, je dors très mal. Oui. Et je suis épuisée, bon. Oui, alors souvent, on ne dort pas quand on rumine comme ça des pensées en boucle et que quelque chose nous préoccupe au point d'en perdre une partie du sommeil. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe comme ça, Sarah ? Dans quoi vous êtes ? Alors, pour introduire, j'ai une sclérose en plaques depuis maintenant 10 ans, quand même. Et ce qui me préoccupe, c'est même pas forcément la maladie, donc c'est un comble. Des fois, je me dis, voilà, c'est pas ça qui me préoccupe vraiment. Oui. Mais c'est plus une relation que j'ai avec ma sœur. Oui. Par rapport à ça, à la maladie. Parce que quand j'ai eu mon diagnostic, elle sait tout de suite, je pense, parce que j'étais pas avec elle, forcément, mais après je l'ai su, je le sais toujours d'ailleurs. Elle se lance dans des recherches, d'ailleurs je le dis souvent, elle a raté sa vocation de chercheuse, parce que, bon. En fait, ce qui me préoccupe, c'est que elle voit les choses d'une manière différente de moi, c'est-à-dire que cette maladie, j'ai l'impression que c'est même plus la mienne. Oui. Et qu'elle fait, déjà elle a des difficultés dans sa vie, elle n'avance pas, je dirais. Oui. Mais ça, on n'en parle pas. Moi, c'est tabou, c'est-à-dire que j'ai même peur de ma sœur, voilà. Oui, tellement elle vous envahit, en fait, tellement elle est... Mais elle m'envahit sans vraiment m'envahir, c'est ça. Elle est très, en même temps, elle n'est pas lourde, comme on dit. Oui.
mais en même temps très investi, c'est ça. Très, très investi. C'est son investissement qui prend de la place. Hein, c'est pour ça que je parlais d'être envahissante. Vous, Sarah, vous avez quel âge et votre sœur est plus jeune ou plus âgée? Non, elle est un peu plus âgée. Elle a 2 ans et demi de plus. Oui. Moi, j'ai aujourd'hui 32 ans. D'accord. Et c'est votre sœur aînée, donc? Oui, c'est ça. Et vous êtes toutes les deux dans la fratrie ou il y a d'autres frères et sœurs? Non, on est juste deux sœurs. Oui, donc elle se sent très responsable. Et très responsable, surtout qu'on a, après, on a un passé en commun qui est très difficile. Et c'est-à-dire? je pense qu'elle se culpabilise beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a vécu des choses vraiment, qui l'ont vraiment, je dirais, un moment détruite. Et après se rendre là-dedans, je dirais qu'on va pas s'en sortir. Enfin, non, mais vos parents, vous avez été très livrés à vous-même toutes les deux? Ou vos parents étaient présents auprès de vous? Ils étaient présents quelque part. Si, ils étaient présents, mais bon, ça a été compliqué avec mon père. Mais après, elle a vécu plusieurs traumatismes, je dirais. Oui. Et ensuite, on est partis toutes les deux dans des quand on était mal toutes les deux, de toute façon, mais moi, on est partis dans des comportements, je dirais, autodestructeurs, quoi. Toutes les deux. Toutes les deux, voilà, on a ça en commun. Et c'est vrai que moi, je suivais, parce que bon, je suivais, je dirais pas que c'est de sa faute, parce que bon, on peut pas. Non. Ouais. Mais on est partis là-dedans, et puis ensuite, elle était très mal, elle a continué. Enfin, elle m'a beaucoup traumatisée là-dessus. Moi, j'ai tout, à ce moment-là, j'ai tout gardé pour moi. J'ai tout. Et c'est pour ça aujourd'hui, cette maladie que j'ai, je sais même pas si j'en ai parlé. Oui, j'en ai parlé. Oui, que vous aviez une sclérose en plaques. Ouais, et elle est très investie. De quelle façon d'ailleurs, quand vous dites, j'ai l'impression que c'est plus ma maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Donc dès le début, elle s'est énormément renseignée. Et puis après, là, depuis 10 ans, vous êtes très proches, vous vivez ensemble, elle est très près de vous. Comment ça se passe? Ah non, on ne vit pas ensemble. Disons qu'on a vécu ensemble un moment quand même. Mais moi, je pense que j'ai fui. Parce que je ne supportais plus le contexte. J'ai fui dans des relations, mais qui finalement ne me convenaient pas, même si, c'était quand même... Oui. Bon, quand il y avait quand même de l'amour, mais j'ai su très vite que c'était pas la bonne personne, mais je m'en contentais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. J'ai honte. Moi, je suis remplie de honte, de culpabilité. Oui, Sarah. Oui, c'est un peu ce que je disais dans ma petite introduction, c'est qu'à un moment donné, on fait des choix ou des décisions parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et vous le dites très bien, vous dites j'ai eu besoin de fuir, je savais que c'était pas forcément des relations qui me convenaient, mais au moins elles avaient le mérite de me sortir de la relation que je fuyais. Donc vous pouvez pas vous en vouloir de quelque chose que vous trouvez à un moment donné pour vous soulager. Il y avait beaucoup d'amour surtout en plus. C'était très sincère parce que moi en plus, même si c'est en ça que je m'en veux, hein, c'est que c'est comme si j'avais menti quelque part, mais longtemps en plus parce que je restais longtemps avec ces personnes. Oui. La première, on avait le même problème, on s'autodétruisait tous les deux, donc moi j'avais cette conscience de dire souvent, c'est pas bien ce qu'on fait. On a un mauvais ami en commun, l'alcool par exemple. Mais lui ne réagissait jamais vraiment. Et donc c'est là que la sclérose en plaques est arrivée dans cette relation. Et heureusement, comme je disais, elle a été salvatrice. Oui, pour vous sortir de là. Mais là, du coup, votre sœur, en fait, est revenue à ce moment-là, du coup. C'est-à-dire que la relation avec votre sœur, avec laquelle vous essayiez de mettre des distances, est revenue au moment où vous êtes où cette maladie a été diagnostiquée. Mais oui, quelque part oui, mais oui c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a cherché d'autres choses que ce qu'on me disait que c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Elle cherchait déjà des solutions naturelles, par exemple. Oui. Tout ce qu'elle m'a apporté quelque part, c'est sain. C'est sain, c'est bienveillant, c'est... Moi, quelque part, je me laissais en plus, parce que je suis pas quelqu'un de forcément très ferme ou très... Puis avec tout ce qu'on avait vécu, moi, j'avais développé, je vous dis, une peur. Et vous êtes laissé faire. Est-ce que Sarah, c'est une option que je vous propose, pour essayer de comprendre justement, de démêler les fils.
Est-ce que finalement, au regard du passé que vous avez eu avec votre sœur, dont elle a peut-être conscience de vous avoir entraîné, vous parlez de comportement autodestructeur, est-ce qu'elle n'a pas aussi la culpabilité de votre maladie et qu'elle a soit cherché à la dénier en cherchant un autre diagnostic, soit de la soigner par ses moyens à elle, en tout cas les moyens qu'elle trouvait, pour en prendre une part de responsabilité. Alors, de façon peut-être un peu envahissante pour vous, mais il y a quelque chose effectivement qui semble lui appartenir, en tout cas elle a décidé que ça lui appartenait dans votre maladie, peut-être pour se déculpabiliser ou peut-être parce qu'elle se culpabilise justement. Et puis vous parlez d'une solidarité très très forte entre vous deux. Donc vous de votre côté une loyauté, quand on a cette forme de solidarité, même destructrice. Il y a une loyauté terrible, tragique presque, quelquefois, qui se lie entre deux personnes. Et puis, vous avez le projet inconscient et conscient, d'une certaine manière, de fuir. Et la maladie peut être elle-même une forme de fuite. Et puis, elle a le projet, de réparer, ou en tout cas de se sentir en responsabilité de ce qui vous arrive. Et elle suit son projet sans vous consulter. Aucune des deux ne dit son besoin à l'autre. Vous n'arrivez pas à lui communiquer votre besoin, qui est de dire j'ai besoin de prendre ça moi-même en main, de prendre ma destinée, ma vie en main. Laisse-moi grandir finalement, laisse-moi faire mon trajet. Et puis elle a un autre projet qui est de dire c'est ma responsabilité, ou en tout cas c'est mon territoire et je dois ça à ma sœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle s'est donné une mission vraiment. Alors, Sarah, elle avait commencé, elle faisait parce que ces problèmes qu'elle a eus, c'était avant que je l'ai cette maladie. Donc, mais elle a commencé des choses qu'elle n'a jamais finies, des études, je parle. Ouais. Et aujourd'hui, elle a tout arrêté quelque part et s'est concentrée là-dessus parce que moi, en même temps, j'ai en plus, je me suis séparée là de mon deuxième copain l'année 2016, ça a été très difficile. Et du coup, j'ai l'impression que là, elle a tout repris. Elle a eu un peu de nouveau la même mise. J'en parle en plus en manière négative et j'en ai honte. Parce que vous savez que quelque part, il y a une certaine forme de bonne intention. Alors, c'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions, Sarah. C'est que quelquefois, la bonne intention de quelqu'un envers soi, c'est aussi son propre projet. Et c'est ça que vous sentez. Bien sûr qu'il y a de façon extérieure, quand on en parle comme ça, vous dites mais c'est horrible parce que je suis en train de parler de ma sœur qui cherche à m'aider ou être là pour moi. Mais votre ressenti, et là il faut l'écouter, est juste parce qu'à un moment donné, c'est un peu trop. C'est formidable qu'elle puisse être là pour vous, mais pas à ce point-là. Et vous êtes légitime à trouver ça trop. Ça fait pas de vous un monstre qui dit « Ah, mais ma sœur prend trop de place dans ma vie. » Maintenant, c'est-à-dire que moi, on est à la fois très proches et on a beaucoup de points communs, mais en même temps, je me sens très différente d'elle. Bien sûr, oui. Et j'ai envie de lui dire, j'avais essayé à un moment, je crois que ça n'avait même pas été entendu, que moi, j'ai une vision différente. La maladie, pour moi, c'est très personnel. Et vous avez tenté de lui dire, ça c'est bien. Ouais. J'avais tenté, parce que j'ai du mal, parce que je suis très vite déstabilisée. Quand je suis en face d'elle, moi, je n'arrive pas à tenir. Je vous dis, elle vous impressionne. Elle m'impressionne. C'est lié au comportement, justement, ça c'est le passé. Ça c'est les comportements autodestructeurs dans lesquels vous avez été entraînés ensemble. Et donc vous n'osez plus, vous avez vécu donc des choses manifestement difficiles et douloureuses avec elle. Et donc elle vous fait peur maintenant. Vous savez jusqu'où ça peut aller. Elle me fait peur parce qu'à l'époque, par exemple, elle me disait, moi j'étais pareil, je me culpabilisais déjà parce que j'étais comme entre deux camps, c'est-à-dire mes parents et ma sœur. Ma sœur qui me demandait par exemple d'aller lui acheter de l'alcool, alors que moi j'étais pas alcoolisée à ce moment-là. Et je voulais pas, et je disais non. Et elle insistait tellement, elle me culpabilisait que j'y allais à la boule au ventre. Je revenais me culpabilisant vers mes parents. Enfin, c'était vraiment... c'est terrible. Et je ressens au fond de moi, et c'est triste, mais je ressens que cette maladie, elle est fortement liée à ça. Bien sûr.
Et je veux absolument pas lui dire parce que je veux pas la culpabiliser non plus à son tour. Ouais, elle le sait, elle le sait. Elle le sait, d'où son comportement. Une part d'elle le sait. Très intime. Peut-être qu'elle se le dit pas comme ça, mais une part d'elle le sait, inconsciemment ou consciemment. Et Sarah, alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait porter ses fruits, de la libérer justement de ça? C'est-à-dire de mettre des mots sur ce qu'elle semble ne pas voir, en disant, voilà, j'ai le sentiment que tu prends très à cœur, voire même la responsabilité de ma maladie, et j'aimerais que tu me la laisses. Parce que j'ai besoin, moi, pour me soigner, pour me prendre soin de moi, que tu ne prennes pas toute la responsabilité de ma maladie. Vous savez, quand quelqu'un est dans la trop grande gentillesse ou bienveillance ou intention à votre égard, il vous déresponsabilise. C'est-à-dire, il veut, avec toutes les bonnes intentions qu'elle a, elle fait à votre place. Donc, quand on prend... Elle m'avait dit, excusez-moi, je vous coupe. Bien sûr. Elle m'avait dit, les recherches que j'ai faites, tu n'aurais pas pu les faire, tu n'étais pas en état avec ce que tu as. Et c'était vrai ce qu'elle disait en plus. Moi, j'avais pas la tête. De toute façon, moi, j'ai pas sa capacité, je dirais, à faire autant de recherches. Moi, de toute façon, je veux pas. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas l'envie. Et ça, je sais pas. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. C'est que moi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, malgré qu'elles soient, pour elle juste et bonne, quoi. Enfin. Oui, parce que ça vous appartient. Et que votre maladie est aussi en elle-même une forme de fuite que vous avez trouvée, mais qui de nouveau vous échappe. Comme si vous n'arriviez pas à chaque fois à trouver un lieu, un endroit pour vous. Quand bien même, malheureusement, ça passe par la maladie. Sarah, est-ce que vous faites aider sur le plan psychologique? Est-ce que vous avez un thérapeute, quelqu'un qui vous suit? Est-ce que vous comptez en voir un? Depuis peu, oui, j'en revois un parce que j'en voyais un autre avant, mais cette personne m'avait prescrit beaucoup de médicaments. Ça me convenait plus, et puis bon, j'ai tout arrêté de moi-même, ça a été difficile. Et c'est pareil, ça par exemple, eh bien, ma sœur par exemple, elle est passée par là, elle, tout ce qui est médicaments, et bon, et elle veut absolument pas que je tombe là-dedans, par exemple. Et enfin bon, il y a énormément de choses que j'aurais à dire, mais c'est pas possible. Oui, mais alors justement, c'est ça que j'entends, Sarah, et c'est pour ça que je pense à ce que vous puissiez consulter assez régulièrement, d'ailleurs, le plus que vous pouvez, parce que ce que vous avez besoin surtout, c'est de dire tout ce qu'il y a à dire, parce que vous le dites très très bien, hein, j'ai beaucoup à dire pour vous libérer, et en mettant des mots pour récupérer une partie de l'histoire et trouver la force, parce que là vous avez besoin d'être soutenu. C'est pas tant pour regarder où, vous voyez, c'est pas de chercher où est-ce que j'ai fait une erreur ou qu'est-ce que j'aurais dû faire, et c'est pas ça d'ailleurs quand on va voir un thérapeute, c'est pas pour essayer de trouver là où on s'est trompé. Là vous avez besoin d'un véritable soutien qui vous donne de la ressource, de la force pour pouvoir vous retrouver vous, et pouvoir dire de façon très apaisée, très tranquille, avec votre vraie puissance, de pouvoir dire à votre sœur, voilà la décision que j'ai prise pour moi, et de lui dire que vous l'aimez beaucoup. Vous voyez, c'est pas où j'aime ma sœur et je lui laisse tout faire pour moi, y compris ce qui ne me va pas, parce que là vous êtes là-dedans, où j'aime plus ma sœur quasiment, et du coup je la fuis ou j'essaye de m'en échapper. Non, c'est et je tiens à elle, et je tiens à notre histoire, et elle est très importante pour moi, mais et aussi j'ai absolument besoin, moi, de prendre la responsabilité de ma vie, de ma maladie, pour grandir. C'est aussi une façon de dire à cette grande sœur, laisse-moi grandir. J'ai besoin que tu me laisses grandir, parce qu'elle vous empêche de grandir, dans tous les sens du terme, là. Je sais, j'en ai pris conscience, vraiment, là, je le savais au fond de moi, mais là, c'est comme si ça m'était apparu, mais... Oui, c'est formidable, mais c'est pas de votre faute, Sarah. C'est pas de ma faute, voilà, c'est-à-dire que ça me dépasse, et là, par exemple, je dois y aller, non pas pour m'expliquer, non pas pour donner cette décision, je dois y aller pour voir des résultats de tests qui ont été faits récemment, que mes parents ont financé, alors que moi, à la base, je ne voulais pas. J'ai dit OK parce que ma sœur m'a dit à ce moment-là, tu veux guérir, oui ou non? Enfin, une question, elle m'a posée comme ça. Et moi,
qu'est-ce que vous vouliez que je dise? J'étais en colère en moi. Je dis, bien sûr, oui, je veux guérir, mais à ma manière. Voilà, Enfin, à ma manière. Ouais. et du coup, ces tests, j'ai dit, ok, on le fait. Comme ça, dans ma tête, je me disais, je serais débarrassée de ça. Parce que je sentais que ça n'en finirait pas. Et en fait? Donc les tests, quelque part, parce que c'est comme si c'était ma sœur qui s'occupait de tout ça. Ouais. Elle est en contact avec ces personnes. Moi, non. Moi, je laisse. Je sais pas. Oui, mais elle vous déresponsabilise, du coup, Sarah, en faisant ça. C'est grave ce mais elle qu'elle vous m'avait dit fait. à un moment donné, mais moi, je t'empêche pas de venir et qu'on fasse ensemble. Et moi, je dis, mais j'ai pas envie. Enfin, Mais oui, parce qu'elle vous enlève l'envie, donc elle vous enlève la responsabilité. Elle en fait tellement que vous ne trouvez plus votre place. Mais parce que quand vous dites, oui, mais moi je pourrais aussi y aller, elle a proposé de venir. Alors, c'est vrai que là vous dites, c'est vrai, après tout, je pourrais aussi faire autrement ou trouver ça bien. Mais tout est dans la nuance, tout est dans le ressenti, tout est dans la façon. Et ça vous appartient. Et c'est votre droit le plus fondamental, Sarah. Je sais, en plus, c'est-à-dire que je le sais au fond de moi. Je suis contente que vous me disiez ça. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire que ma sœur, c'est peut-être dû à tout ce qu'elle a vécu. Bon, c'est quelqu'un de très particulier et elle est très compliquée dans sa tête. Voilà. Très compliquée et on a l'impression, je suis pas la seule à le dire. Mon père et moi, on a la même vision quand on parle des fois. J'aime pas quand on en parle parce qu'on a l'impression qu'on en parle en mal. Oui. Mais on partage ça, c'est-à-dire que ma sœur, on a l'impression qu'à un moment, on a l'impression que ça n'en finit jamais quand elle va dire quelque chose. Et c'est comme s'il n'y a jamais de point, vous savez, dans une phrase. Oui. Il n'y a pas de point final. Oui. Et à un moment, c'est comme si ça nous monte, en nous, ça monte, il y a un énervement qui monte. Et du coup, on dit oui, point. On dit oui, parce qu'on a envie que ça se finisse. Oui, elle est très anxieuse en fait, donc elle occupe beaucoup l'espace et le terrain. Et vous voyez, c'est pas dire du mal, et c'est là où j'entends toute votre culpabilité, c'est ce que vous constatez avec votre papa, et c'est ce qui ne vous va pas. Et vous avez ce droit que ça puisse ne pas vous aller, et je dis bien et vous l'appréciez, vous l'aimez. Mais c'est pas ne pas aimer ou faire du mal ou dire du mal, c'est ce que vous vivez. Et c'est factuel, comme vous dites, et tout d'un coup, je sens un agacement monter en moi parce que j'ai l'impression que j'ai pas de place, qu'on n'a pas de place et qu'elle ne vous écoute pas. Et en n'étant pas écouté, c'est ça. On se sent nié quand on n'est pas écouté dans une relation. C'est tellement important d'être écouté. Oui. Mais justement, ce que j'ai aussi, je me rends compte, c'est que je me suis reniée. Bien sûr. Renier ce que moi, au fond, je pense, que moi, je ressens. Oui, j'entends ça. J'ai tout, encore une fois, gardé, empêché de sortir. J'ai tout, encore une fois, ce qui est très mauvais, d'ailleurs, dans cette maladie que j'ai. Bien sûr, dans la sclérose en plaques, tout à fait, parce que l'aspect psychique est très important dans cette maladie. Mais je m'en rends compte. Et on le dit pas assez souvent. Oui. Je ne suis jamais dans l'apaisement. Et en plus, j'ai du mal à m'endormir et je me rends compte que c'est toujours parce que je pense à ça ou parce que j'appréhende un moment qui va arriver lié à ça, parce que dans ma vie, sinon, même si elle est assez vide, je dirais, mais j'appréhende pas comme ça. J'ai un contact, je dirais, facile avec les personnes. J'ai même très envie, même si, après, je sais que, par exemple, je sais que je suis en dépression, je pense que je traverse une dépression, mais je veux la traverser, même si c'est dur, vous voyez, c'est des émotions, je veux les vivre. Alors, je sais pas jusqu'à quand je vais y arriver, parce que c'est pas... Mais vous avez besoin, Sarah, autant de parler que d'être écoutée. Ce qui va vous réparer, ce qui va vraiment vous aider à trouver de la force, c'est que quelqu'un soit là juste pour vous écouter. Voilà, c'est dire et avoir ce ressenti qui est très fort dans la thérapie. Voilà, il y a quelqu'un qui est là juste pour moi et qui m'écoute. Et de vous sentir écouté va vous permettre après de dire et de prendre votre place par rapport à votre sœur. Et c'est vraiment ça qui va vous aider parce que tout ce que vous me dites est d'une justesse inouïe, vous voyez. Vous êtes juste, vous voyez juste.
Voilà, vous êtes dans une grande lucidité et en même temps, souvent dans cette grande lucidité, on souffre d'autant plus qu'on voit clair et qu'on se dit je suis coincée, quoi. Je vois tout, mais je ne fais rien ou je ne peux rien faire ou je ne sais pas comment faire. Ouais. Mais justement, et parfois je me dis, mais ça paraît prétentieux de dire ça. Alors, je suis quelqu'un qui n'a pas en plus confiance en elle. Et je me dis, oui, je me sens vraiment presque clairvoyante. Pas clairvoyante, c'est ça. Lucide. Extra lucide. Oui, vous êtes clairvoyante. Vous voyez clair. C'est tout à fait juste. Je vois clair et je vois clair en elle. Oui. Ça qui... Oui. Mais vous n'en faites rien parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas quoi en faire, dans le sens où tout vous fait peur. Quand on voit très très clair, ça fait très peur de voir très clair surtout quand on voit des choses que les autres ne voient pas. Hein? Et c'est un peu impressionnant. Donc on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette connaissance? C'est pas du savoir, c'est une connaissance. J'ai une connaissance, voilà, des enjeux, des attitudes, des comportements. Je comprends ce qui se passe, voilà. Et en fait, ça fait peur. Ça fait peur. C'est normal, Sarah. Mais ça vous fera moins peur quand, à force d'être écouté et de prendre un peu de force et de ressources, vous saurez justement, c'est à ce moment-là que vous allez trouver quoi en faire, en trouvant les mots justes, parce que vous les avez. Ils sont là en vous, tous ces mots justes, toutes ces attitudes justes. En fait, vous avez déjà, on va dire, toutes les clés. Il faut juste apprendre à conduire, vous voyez, ou à entrer. S'il y a des clés pour ouvrir une porte ou des clés pour conduire une voiture. Après, ça va être cette mise en œuvre grâce à ces clés. Mais vous avez tous ces passeports, voilà, tous ces passes qui ouvrent les portes. Et petit à petit, avec de la confiance, avec de la paix, avec quelqu'un qui vous écoute, qui vous tient la main, qui vous accompagne, vous allez pouvoir vous servir de tout ça. Pour l'instant, ça vous encombre parce que c'est trop. Je suis complètement encombrée. J'ai l'esprit qui est... Puis ça fait des années surtout que c'est comme ça. Et par exemple, quand je vais chez mes parents, parce que elle vit encore là-bas, justement, je vois tout. Je ressens tout, je vois tout. Et souvent, je suis mal. Quand je suis là-bas, je me sens pas bien. Je me sens épuisée d'ailleurs. Donc, parfois, souvent, je me dis, mais c'est même pas ma maladie qui m'épuise. C'est que quelque part, je mets une énergie telle à me contenir. À contenir, exactement. À me contenir, à contenir. Parce que moi, je ne supporte pas le conflit. Il y en a trop eu. Et par exemple, un dernier exemple, et qui me ronge à l'intérieur, c'est que je vois souvent quand elle est de mauvaise foi et quand elle ment. Ma sœur. Et j'avais une cassette que j'avais enregistrée quand j'étais allée voir une dame qui, c'était pas assez particulier, mais c'était par rapport à des vies antérieures. Oui, je comprends. Elle avait canalisé, cette cassette, elle avait coûté quand même un certain prix. Et j'avais enregistré la séance. Et donc cette cassette, je l'avais mise dans un baladeur qui est à ma sœur, et donc j'ai écouté là dans ce baladeur. Je l'avais fait écouter à ma mère cette cassette et j'avais dit à ma sœur, tu pourras l'écouter si tu veux. D'ailleurs, j'aurais pas dû, peut-être j'aurais dû garder pour moi tout ça. Oui, c'est ce que j'ai en train de penser. Oui, mais j'ai des regrets après. Mais oui, bien sûr. Oui, ça partait d'une envie de partage, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai eu envie de le partager avec ma mère, mais j'avais pas forcément envie avec ma sœur, mais je me suis sentie obligée. Ah oui. Et cette cassette, donc, je l'ai jamais sortie de ce baladeur, elle restait toujours dedans parce que c'est que là-dedans que je l'écoutais. Et une fois, quand après j'ai déménagé, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a la cassette, je vais l'amener avec moi. Parce que je vais sûrement la réécouter. Et donc, je suis persuadée qu'elle était dans le baladeur. Et quand j'y vais, elle n'y est pas. Et je me dis, bon... Donc, j'étais sûre que c'était ma sœur. Je me dis, ah oui, comme je l'avais dit qu'elle pourrait écouter, c'est elle qui doit l'avoir. Et donc là, je vais lui demander, sûre qu'elle me dirait, oui, c'est moi qui l'ai, je te la donne. Et encore que... Elle me dit, mais non, cette cassette, c'est pas moi, je l'ai pas touchée. Comme ça, parce qu'en plus, elle était énervée à ce moment-là, bon.
Et moi, j'ai vraiment cette impression qu'on se fichait de moi, quoi. Qu'on n'était pas honnête avec moi. Et donc, sur le coup, je sais même plus. J'ai dit, mais quand même... Et ma diam, elle doit être en bas. Il y a des affaires qui ont été descendues au garage. Sûrement, elle est dedans. Mais moi, jamais j'aurais sorti cette cassette, sachant qu'il n'y avait pas de boîtier. Et puis même, je ne suis pas folle. Mais vous savez que c'est faux, de toute façon, Sarah. Mais sur le coup, j'étais certaine. Et puis la langue, vous savez, on a toujours un petit doute. On se dit quand même, peut-être, mais... Mais oui, parce qu'on ne peut pas croire que des gens comme ça, très proches, qui disent vouloir du bien, puissent se conduire d'une telle manière. Ça échappe. Voilà, c'est ça. Bien sûr, et c'est terrible. Alors, il y a Natacha qui envoie un message très intéressant qui dit moi, je ne sens pas Sarah dépressive, mais je la sens très en colère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sarah? Oui, j'ai une colère en moi, c'est vrai. Mais oui. Et Natacha voit tout à fait juste, parce que quelquefois, une émotion en cache une autre. Vous savez, c'est comme les trains. Un train peut en cacher un autre. Et c'est dangereux. Et la colère étant une émotion souvent taboue, et vous dites d'ailleurs très justement, je déteste le conflit, parce que vous refoulez votre colère, et votre colère vous détruit de l'intérieur. Parce qu'une colère qui ne peut pas trouver un canal d'expression, c'est un piège qui vous empêche donc de dormir, qui vous abîme la santé, qui ronge, et vous avez dit ça me ronge de l'intérieur. Alors la colère, ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser et crier, mais ça veut dire qu'il faut agir. L'émotion de la colère, elle indique quoi? Elle indique qu'on a une action à poser. Et vous avez des actions à poser, Sarah. Des actions pour vous. Justement, pour en venir à ça, je suis complètement bloquée. Oui, bien sûr. À un moment donné, la moindre action me faisait pleurer. Oui, il y a trop de colère. Tout est bloqué. Oui. Tout est bloqué, c'est ça. Et je fais ce constat sur ma vie et c'est pas possible. Oui, alors justement, Sarah, c'est très bien là que vous ayez repris des séances en thérapie. Vraiment, c'est important. Là, vous avez et si vous trouviez que vous, qui justement êtes clairvoyante, si vous estimez que pour une raison qui vous n'appartient qu'à vous, que c'est pas tout à fait le type de travail que vous souhaitez faire, choisissez soigneusement le ou la psy qui vous accompagnera. Mettez beaucoup de soin, dans le choix de cette personne, avec une confiance, un sentiment que vous êtes accueilli, écouté, accompagné, que vous venez chercher de la ressource, et prendre votre destin et votre vie en main. Et c'est vraiment là que vous allez être aidée, Sarah. Et c'est important. Et j'espère de tout mon cœur que cette nuit, grâce à votre passage sur l'antenne d'Europe 1, vous allez trouver un petit peu de sommeil, parce que vous avez aussi besoin de vous reposer là. Ah, mais je sais que c'est mon cerveau là, il en prend un coup en plus. C'est très dangereux le manque de sommeil. Oui. Vous pensez que vous allez bien dormir cette nuit, Sarah? Je sais pas. Déjà, on va veiller sur votre sommeil pendant l'émission. Là, vous allez aller vous coucher, d'accord? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Rajouter quelque chose. Oui. En fait, j'ai l'impression que j'ai jamais assez de temps, même quand je parle à mon psy, quand je me parle, je reste sur ma faim et Oui, alors c'est amusant que vous disiez ça, Sarah, parce que vous voyez, on est resté ensemble presque plus de 30 minutes là, ce qui est quand même beaucoup dans cette émission, mais j'ai bien compris que c'était très important pour vous. Et au moment où je vais vous quitter, vous me dites j'ai toujours l'impression de manquer de temps, que je suis pas assez écoutée. Vous voyez, c'est le tonneau des Danaïdes. Donc, écoutez ça, pour le coup, c'est de faire vraiment beaucoup de séances, ça va passer par là. Parce que ce sera jamais suffisant au début, comme là notre échange, mais ce sera 1 plus 1 plus 1 et ainsi de suite. Donc ce sera pas d'un seul coup, c'est jamais comme ça. Ça va être en chemin. Bon courage. Oui. Juste comme je vous dis, mais c'est. Elle veut pas nous quitter, Sarah. Oui. Non, c'est vrai. Non, c'est que la discussion que je dois avoir, elle est bientôt. C'est demain ou après-demain. Oui. Donc, est-ce que c'est une bonne idée que je le fasse à ce moment-là, ou est-ce que je dois continuer à faire semblant, entre guillemets? Pourquoi elle doit avoir lieu demain ou après-demain, cette discussion avec votre sœur?
Et parce qu'on a fixé ce jour pour que je vienne voir le résultat des tests qui ont été... Oui, mais ça va être par petites touches, Sarah. Vous n'allez pas tout d'un coup tout déballer en disant maintenant ça suffit. Vous allez petit à petit, parce qu'avec votre sœur, il va falloir poser des jalons et y aller petit à petit. Vous ne pouvez pas régler les choses d'un seul coup. Et puis les relations humaines, ça ne se règle jamais d'un seul coup. Donc vous allez simplement, en allant voir ces résultats de test, dire... Voilà, peut-être 2-3 phrases en disant, tu sais, j'étais pas venue parce que j'ai le sentiment, voilà, que de pas trouver ma place. Et je te le redis parce que peut-être tu l'as pas entendu. Alors elle n'entendra peut-être pas plus, mais vous l'aurez dit. Ce qui compte, c'est que vous puissiez le dire, mais ça tient en une phrase. Je te l'ai déjà dit, j'ai besoin de te le redire. Voilà. Peut-être qu'il se passera rien, ça changera peut-être rien, mais vous l'aurez dit. Et ça va être petit à petit. Hein? Il y a Natacha qui dit « Ne baissez pas les bras, il faut apprendre à se battre, vous allez vous en sortir, je sais de quoi je parle. » Bon courage à vous, Sarah. Et puis, à l'occasion, rappelez-nous, mais surtout, voilà, continuez le chemin que vous empruntez. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour, vraiment. Il faut que je me fasse confiance. Ah oui, vraiment là. Hein. Écoutez-la, hein, que votre lucidité serve au moins à une chose, pas apporter un jugement sur l'extérieur, mais à vous aider, vous, à tracer votre route. Bon courage à vous, Sarah. Merci de nous avoir appelés. Sophie, courage, hein, et bonne nuit. Hein. Bonne nuit, bonne nuit. Merci. Allez, je vous embrasse. Au revoir, Sarah. Europe 1. Sophie Peters. Toi, Michel. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir. Mais je suis je suis très émue d'avoir écouté le témoignage de Sarah parce que ça m'a renvoyé à plusieurs années en arrière où en fait c'est pas du tout la même histoire, mais c'est par rapport à ma fille où j'avais l'impression qu'on vampirisait mon rôle de mère avec mes sœurs, mes grandes sœurs. Donc comme j'étais maman seule, mais voilà. Disons que j'ai fui, après je suis allée partir, j'ai vécu loin avec ma fille de ma famille. Voilà. C'est pas la même histoire, mais... Oui, je comprends, oui, quand tout le monde veut faire le bien, mais que trop, c'est trop. Ouais. Enfin, elle voulait pas forcément faire le bien. Non, c'est avoir un avis sur... Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu mon rôle de maman, quoi. Voilà. Donc voilà, moi c'est plutôt une histoire d'amour que je veux parler, voilà, comme je vous ai donné dans le message. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans. On vivait proche l'un de l'autre, on se voyait souvent, quoi, disons. Nous étions amis et puis petit à petit c'est lié à une amitié plus forte et puis voilà. Et on s'est amouraché et moi j'étais pas trop partante parce que justement sa différence d'âge qui était compliquée. J'avais très peur parce que je suis restée pas mal d'années seule, 6 ans. Ouais. Et puis avec une histoire très douloureuse, une séparation très très compliquée. Avec le père de vos enfants? Non, j'ai qu'une fille, je l'ai élevée seule. D'accord. Et non, une histoire très compliquée. Et donc voilà, j'avais pas trop envie de rentrer dans une histoire, d'autant plus je savais que cette personne-là, j'allais l'aimer très fort, quoi. Je le savais, quoi. Et puis là, voilà. Il y a quoi comme différence d'âge entre vous? On a 20 ans. Ouais. Il a 20 ans de moins que vous. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez 56 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, il a l'âge de ma fille. Donc c'est bon, ma fille, ça va. Enfin, ça va. Elle me laisse vivre ma vie. On dira ça comme ça. Elle se mêle pas trop de mes histoires et je lui en parle pas trop non plus. Oui, vous faites bien. C'est comme ça. Oui. Et je pense que des fois, lui aussi, il a des réactions de son côté où il me dit oui, je veux te laisser ta liberté. En même temps, moi, je voudrais lui laisser sa jeunesse en lui disant, enfin voilà,
un jour tu trouveras quelqu'un de plus jeune, tu auras peut-être envie de fonder une famille, etc. Et ces choses-là, parfois, ça nous empêche de vivre pleinement notre histoire. Notre histoire, ouais. Ouais. Et oui, voilà, c'est souvent mal perçu. Moi, lui, il le vit bien. La dernière fois qu'on a été se promener, il m'a dit je peux te prendre la main. Je dis moi, ça me dérange pas. Et bon, là, c'est une histoire qui dure depuis 8 mois. Voilà. Oui. Donc, c'est récent, c'est vrai. Mais. Et donc, lui, je sais que de son côté, il est très proche de ses parents, de son père, mais ses parents sont séparés. Enfin, bref. Et ça, c'est une autre histoire aussi qui vient se greffer. Je sais que bon, son père n'est pas trop chaud pour cette histoire, quoi. Voilà. D'autant plus que... Ils sont au courant, ses parents. Enfin, il leur en a parlé ou vous les connaissez? J'ai déjà vu son père, mais sa mère, non. Voilà. Mais son père, c'est une personne très active, très gentille. Enfin, voilà. Après, il est très proche avec son père, en tout cas. Oui. Maintenant. Donc, et donc, quel problème vous pose cette histoire aujourd'hui, Michel? Moi, c'est le regard des autres. Et moi, personnellement, j'ai l'impression de comme si je lui volais quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par exemple, j'imagine ma fille, si je la verrais avec un homme de 57 ans, peut-être je jugerais mal, je sais pas, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est aussi le regard des autres. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est aussi le regard des autres qui peut être... Parce que je me suis entendue dire, voilà, cougar... oui. Voilà. Oui, alors qu'en fait, dans ces histoires d'amour où il y a des différences d'âge, homme ou femme, et quel que soit le sens de la différence, en fait, vous, c'est la personne à laquelle vous êtes attaché. Vous voyez, il pourrait avoir, sûr, lui, le même homme aurait, tant mieux, 20 ans de plus, et votre âge, ce serait vraiment formidable pour vous. Et c'est vrai que c'est très dur parce que il y a les deux choses. Il y a le phénomène de société, on va dire le phénomène cougar, et certaines femmes, et c'est vrai que, voilà, le fait de rester jeune longtemps fait que voilà, les femmes restent désirables aussi plus longtemps et puis aussi voilà, les jeunes hommes et on est dans une société où ça a à la fois moins d'importance et beaucoup d'importance, ce qui est un paradoxe. C'est que à la fois on est dans une société, on va dire, plus tolérante, hein. Et regardez, on a le fameux phénomène Macron aussi, hein, Emmanuel Macron, la femme, voilà, était quand même sa prof au lycée. Donc il y a d'un côté cette société-là et en même temps un regard qui se durcit d'une certaine forme de normalité. Et c'est tout le paradoxe. Parce qu'on est renvoyé à ses propres choix, sa propre responsabilité, et puis pas envie de rentrer dans une catégorie. C'est ce que vous dites très bien, Michel. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans la catégorie de la cougar. Non, pas du tout. Voilà. Bon, voilà. Alors, la question est que plus vous allez nourrir votre histoire d'amour avec cet homme, plus elle va se construire, moins vous serez sensible à ce regard ou à ces cases. Et la réponse, elle est là. Elle est dans qu'est-ce qu'on décide ou qu'est-ce qu'on se donne comme droit, finalement, ensemble, de construire un bout de chemin. Oui, mais c'est tout à fait ce qui se passe maintenant. Enfin, voilà, ça a été très difficile à une période. Bon, d'autant plus que moi, j'ai déménagé, je me suis un peu éloignée de son lieu de vie, mais de très peu, quoi. Quelques kilomètres. Pour vivre dans un endroit plus animé, on dira, voilà, parce que c'était comment je puis dire, voilà, la semaine dernière, je pense qu'il a eu peur de ça à un moment donné et on s'est rencontrés et il m'a dit je veux qu'on redevienne amis, etc. Enfin bref, et là j'ai rien compris parce que 2 jours avant il était très très bien et très gentil, enfin on avait bien discuté, etc. Et puis en fait j'ai pas compris et tout de suite il a regretté parce que voilà, il m'a
le lendemain en me disant mais j'ai été complètement idiot, qu'est-ce qu'il m'a pris, etc. Oui. Enfin voilà. Ouais. Et donc là, moi, ça m'a rassurée quelque part. En même temps, ça va se couper. Oui, on va. Vous savez, Michel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interrompre quelques instants pour le journal de minuit. Hein. Oui. Donc c'est un journal, donc 10 minutes, mais on va bien sûr poursuivre notre échange après le journal et un peu regarder voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dans le tournant, hein, parce que j'ai l'impression que vous passez un tournant dans la relation. Oui. Donc on se retrouve tout de suite après le journal. À tout de suite, Michel. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle on dénoue avec vous des fils un peu trop serrés ou emmêlés, vous savez, tous ces nœuds que l'on se fait à la tête ou au cœur, parfois aux deux d'ailleurs. Alors, on fait les mises à jour ce soir dans la libre antenne, on dénoue ces fils. Quentin et Corentin sont de remarquables experts qui vous établissent le diagnostic au 3921 et c'est Jonathan Griveaux qui supervise la technique de l'émission. Moi, je suis avec vous au micro pour l'intervention 3921. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Michel avec laquelle on était juste avant le journal. Vous êtes là, Michel? Oui, je suis là. Oui. Alors, entre-temps, alors vous avez dû, j'imagine, continuer, vous, à élaborer, mais alors il y a des messages qui sont arrivés pour vous. Hein. Vous êtes donc, je le rappelle, pour les auditeurs qui nous rejoignent dans une histoire d'amour avec, voilà, justement, un écart d'âge de 20 ans qui vous préoccupe, hein, dont vous ne savez que faire dans le regard des autres, qui encombre la relation. Alors, il y a Monica qui dit, il y a des jeunes de 70 ans et des vieux de 40 ans, chaque jour a sa peine. Vivez pleinement votre amour et demain vous verrez bien. Et puis Anita qui dit mon mari a 22 ans de plus que moi, peu importe le regard des autres. Nous sommes ensemble depuis 33 ans et nous nous aimons toujours de plus en plus. Je vous souhaite la même confiance dans votre amour. Merci beaucoup. C'est-à-dire que moi, l'histoire, c'est que j'ai un projet. C'est pour ça que un projet je suis artiste peintre, mais le problème, c'est que je fais des peintures qui se vendent pas trop en même temps. Donc, j'ai quand même l'intention de vivre un peu plus de mon travail aisément, on dira ça comme ça. Donc, j'ai un projet d'aquarelle. Et j'ai un projet de partir, de descendre, de partir de la Normandie, Bretagne-Normandie, toute la côte ouest, en faisant des peintures et en faisant des aquarelles et en les vendant sur le chemin ou en les stockant, etc. Et puis rejoindre ma fille après, à la fin de ce voyage, quoi. Ce petit voyage de, je sais pas, de 3 mois, quoi. Voilà, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça que... Du coup, vous dites c'est un projet que je dois mener seule et qu'il n'y a pas la place Seul non, parce que lui, il n'a pas d'attache professionnelle forcément dans la région. Et je pense que il ne travaille pas, il peut venir avec vous pendant 3 mois c'est-à-dire qu'il est musicien de son côté. Ah, il est donc, musicien, voilà. donc vous êtes tous les deux des artistes, oui. Donc, oui, il pourrait aussi... on pourrait faire quelque chose de sympa en même temps, voilà, ensemble, quoi. Je me suis dit. Et donc, vous souhaitez quoi lui proposer? On en a déjà parlé, mais voilà, après, moi, je me suis dit, si il n'a pas ce petit brin de folie pour me suivre à faire ça, voilà, quoi. Après, j'ai envie de le faire quoi qu'il en soit. Oui. Voilà. Donc, ça ne vous pose pas de questions particulières? Ça me pose pas de questions particulières par rapport à ce projet, mais voilà, en étant s'il me suit pas dans ce projet-là, voilà, c'est compliqué pour nous deux, quoi. Mais bon,
voilà. Après, je sais pas du tout, mais c'est quelqu'un auquel je tiens beaucoup et voilà, c'est surtout ça. Et je pense que voilà, à un moment donné, quand je vous avais aussi parlé dans mon message que je faisais un peu la maman parfois, enfin pas vraiment, je maternais sur des petites choses, mais je pense que ce projet-là aussi s'est mis en place dans mon esprit, peut-être pour le bouger aussi lui de son petit train-train, quoi, voilà. Ah bah alors là, vous jouez du coup la maman. Carrément les mamans. Parce que vous soyez, on va dire, entre guillemets maternante, mais toute femme peut être un peu maternante dans une relation avec un homme, puisqu'on est toujours là un peu à chercher en creux, voilà, son papa, sa maman, enfin il y a un peu de ça, et qu'une femme le soit un peu, quelle que soit d'ailleurs la différence d'âge, pourquoi pas, ça fait du bien, on en a besoin, de la même façon qu'une femme aime avoir une épaule un peu solide, voilà, bon, on sent tout ça un peu des clichés, mais enfin, n'empêche que ça fonctionne et c'est un besoin naturel. Donc, il n'y a pas, en soi, ça pose pas de soucis particuliers. Maintenant, c'est si effectivement soit vous imposez, soit vous avez un projet, pour lui. Alors c'est quand j'entends que vous avez ce projet en disant oui, ce serait bien, ça le bougerait un peu, là j'entends carrément la maman du coup. Oui, non, mais disons que ça serait grand plaisir s'il le faisait avec moi, voilà. C'est ça, je veux dire. Oui, j'entends bien. Alors, oui. Voilà. Après, au quotidien, comme de toute façon on vit pas ensemble, il y a pas, je suis pas, je le couve pas, etc. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi. C'est une relation qui se construit, voilà, tout doucement, avec parfois des difficultés, des petits doutes, voilà, qui s'immiscent de temps à autre, mais dont vous ne il pouvez est certain pas... que voilà, on vit une belle histoire. Voilà, oui, mais dont vous ne pouvez pas faire l'économie parce que c'est simplement le réel. C'est ce que dit Didier quand il dit l'âge chronologique ne veut rien dire, c'est l'aspect biologique qui prime. Mais là, pour le coup, il y a une biologie du corps humain. Il y a René qui dit c'est pas le regard des autres qui est gênant, mais quand il aura 70 ans et vous 48, alors oui, non, c'est dans l'autre sens, René. C'est malheureusement, j'allais dire, ou heureusement, j'en sais rien, mais ce sera dans l'autre sens. Mais et puis il y a Jeanne qui dit est-ce que vous avez vu le film 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Ninet, voilà, ce film est vraiment très beau, il peut peut-être vous aider dans votre chemin, mais c'est certain, Michel, que le type d'histoire dans laquelle vous êtes durera ce qu'elle durera, mais j'ai envie de vous dire comme toutes les histoires d'amour, parce que dans aucune vous pourriez être tout à fait avec un homme de votre âge et que l'histoire dure 2 ans, 3 ans. Maintenant, ce que je comprends aussi dans ce que vous avez dit juste avant le journal, c'est je ne veux pas l'empêcher d'aller vers une femme de son âge et de construire quelque chose. Mais ça, c'est sa responsabilité à lui aussi. Oui, je sais. Vous pouvez pas dire je te quitte ou je ne veux pas d'histoire avec toi parce que je ne veux pas t'empêcher de vivre ta vie. C'est un grand garçon, il a 36 ans, vous 56. C'est à lui de se dire j'ai envie d'être père ou j'ai envie et donc je vais pas continuer avec Michel parce que parce que mon besoin est de construire une famille. Mais si son besoin n'est pas là et qu'il est très heureux avec vous, ma foi, oui, tout à fait. C'est comme une très jeune femme avec un homme beaucoup plus âgé qui a déjà eu des enfants, qui ne souhaite plus en avoir, mais elle tient à la relation et quelquefois elle renoncera à un désir d'enfant pour rester dans la relation. Mais chacun prend la responsabilité de son choix aussi. C'est là où est sa liberté. Laissez-lui sa liberté. Oui, je lui laisse la liberté, ça, tout à fait. Voilà. Oui. Mais justement, je pense que s'il est venu vers moi en prenant son temps comme ça, je veux dire, voilà. Oui, et en plus c'est lui qui a décidé, c'est lui qui est tombé amoureux en fait d'abord. Oui, voilà. Alors c'est vrai que vous avez dû avoir très peur là très très récemment quand il a eu envie de prendre des distances, mais il a peut-être
C'est là qu'il a compris à quel point il tenait à vous. Il a peut-être eu besoin de cette distance-là pour le comprendre. Et c'est vrai que forcément, vous êtes dans une relation qui, tout d'un coup, a besoin de s'éprouver pour savoir à quel point elle compte, parce qu'elle est justement pas complètement, on va dire, dans le cadre habituel ou le plus habituel. Oui, puis elle est toute neuve aussi. Et elle est toute neuve aussi, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi j'ai une histoire, compliquée quoi, avec les hommes aussi. Voilà, j'ai subi de la violence quand j'étais jeune. Après, j'ai élevé ma fille toute seule, comme grande quoi. J'ai pas voulu du tout qu'un homme vienne s'interposer dans mon rôle de mère. Enfin voilà, voilà, c'est un parcours pas facile, quoi. Voilà. Oui, et du coup, cet homme-là paraît moins dangereux pour vous, peut-être. Peut-être qu'il y a cet aspect-là dans sa jeunesse qui fait qu'il est moins menaçant sur le plan inconscient pour vous, et donc il vous convient mieux d'une certaine manière parce que vous êtes à peu près certaine de ne pas rejouer ce qui s'est déjà joué auparavant et qui vous a fait souffrir. Et lui a sans doute, autre chose, un autre projet, peut-être des histoires avec des jeunes femmes de son âge qui n'ont pas marché et où il se sent peut-être lui en sécurité avec vous. Voilà. Bon, c'est une piste, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Oui, vous savez, souvent il me dit j'ai confiance en toi. Enfin, des choses comme ça. Oui, parce que pas trop. Alors, là vous, à votre âge, vous n'êtes pas trop à lui mettre beaucoup d'attentes. Ce qui ne va pas être le cas d'une jeune femme de son âge. Oui, en même temps, je ne veux pas non plus ne pas être trop, trop... J'entretiens quand même cette relation, je ne lui mets pas la pression, je veux dire, mais en même temps, j'essaie de me donner un terme, parce que je suis... vous parlez de thérapie, moi je suis une thérapie aussi depuis plusieurs mois. Voilà, et pour m'aider pour d'autres choses, etc. Mais façonner, je façonne, c'est pas du calcul, mais je façonne, je fais par rapport à moi, par rapport à mes désirs, etc. Parce qu'au départ, j'avais tendance à être très possessive et avoir cette peur qui était énorme, quoi. J'avais une peur énorme d'aller dans cette relation, donc j'étais assez possessive, je me suis fait peur en fait, j'avais peur de moi, c'est surtout ça. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il a pris un peu de distance alors à un moment donné. Mais et en même temps, c'est façonner, c'est trouver votre place dans la relation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est trouver votre place. Écoutez, Michel, tenez-nous au courant de votre périple. Voilà, si vous partez tous les deux sur les routes de France, appelez-nous d'un des endroits où vous serez, qu'on sache où vous êtes, ou que peut-être les gens de la région, puissent venir vous voir, si vous exposez, vous faites de la musique, et lui fait de la musique, ce serait super. Voilà, c'est ça. Tenez-nous au courant. Il y a Didier qui dit ne laissez pas des principes axés sur la moralité freiner vos désirs. Il faut que votre corps exulte, la vie est courte et il vaut mieux des remords que des regrets, dit Didier. Oui, surtout que ce mot-là, il est sorti de ma sœur aînée, donc ça m'a un peu... le mot cougar. Oui, pas que d'elle, d'une personne aussi, mais bon, sans importance. Mais surtout de ma sœur aînée, donc ça m'a un peu blessée. Oui, je comprends, parce que ça semble mal vous connaître. Parce qu'une cougar, ça voudrait dire une femme qui a l'habitude de ce genre, qui n'a que ce type de relation. Comme un homme qui ne sortirait qu'avec des filles de 20 ans, un homme plus âgé. Donc, une cougar, c'est comme presque, j'allais dire, un statut, parce que, et c'est pas juste le fait, ça veut dire que c'est une femme qui n'aime conquérir que des jeunes hommes. Alors que vous êtes dans une rencontre avec une personne en particulier. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de précieux. C'est une histoire. Oui, c'est une histoire, c'est une rencontre, bien sûr. Et de cœur à cœur, et là, peu importe l'âge pour le coup. Bonne chance à vous, Michel, et tenez-nous au courant de vos projets.
Et puis laissez dire, vous savez, les chiens aboient, la caravane passe. Donc s'il y a des mauvais chiens qui aboient sur la route, laissez-les aboyer. Ça fait des jalouses aussi, votre histoire, vous savez, jeune homme. Certainement, bien sûr. Oui, je pense que ma sœur, c'est surtout parce que, voilà, elle est un peu jalouse de une sorte de ma liberté. Quoi. Oui, voilà, de votre liberté, de votre histoire. Quelquefois, il y a certaines personnes n'oseraient pas avoir cette liberté-là. Donc, on envie toujours ceux qui osent des choses qu'inconsciemment on aimerait bien. Voilà, ça dérange un peu. Moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir conversé avec vous et j'aime beaucoup vos émissions. Je vous écoute souvent. Oui, merci de nous avoir appelés. Merci Sophie. Et puis bonne route à vous, beau projet. Et merci pour les encouragements des auditeurs. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Michel. Au revoir. Bonsoir Marie-Thérèse. Je vais dire Michel. Bonsoir Sophie. Comment allez-vous? Alors, vous nous appelez pour votre petit-fils, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Bon, on a un petit problème. Oui. Pas la première fois. Hein. Oui. C'est un ado. Et bon, là, on peut le comprendre. Venir à la campagne avec nous et avec ses petits cousins aussi, puis sa maman. Il n'a plus tellement envie. Mais ma fille ne veut absolument pas qu'il reste pendant 8 jours à la maison, quoi. Donc voilà, c'est juste un conseil que je voudrais avoir. Comment faire, parce qu'on ne peut pas le prendre de force, évidemment. Trouver un moyen pour qu'ils viennent avec nous, quoi, parce que... Qu'ils viennent avec vous, Millier, là, c'est ça, à la... Non, pour l'instant, non. Là, c'est les vacances scolaires, c'est ça? Les vacances, là, on commence les vacances, mais bon, la première semaine, il va chez son père. Oui. Puis après, il devrait venir... chez nous, c'est donc les grands-parents à la campagne. Voilà, avec ses petits cousins et sa maman. Et puis sa maman aussi, quoi. À ma fille, donc. Oui. Et c'est quoi ces arguments pour ne pas y aller? Les arguments que j'ai déjà entendus par ailleurs, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là-bas, je vais m'ennuyer. Très bien qu'ils s'ennuient. Oui. Voilà, les cousins sont plus petits. Hein. Bon, il a une sœur, mais après les deux autres petits cousins sont plus petits. Alors on lui a dit, amène un copain avec toi, comme ça. On va s'ennuyer à deux à ce moment-là. Oui. Sa mère lui dit, on amène tes jeux, quoi. Enfin, parce que évidemment, il est sur les ultra écrans connecté, aussi, avec ses jeux. Voilà, tu t'occuperas comme ça. Non, là-bas, ça passe pas bien. Il y a le satellite, c'est décalé, ça passe pas très bien. Enfin, voilà, il trouve toujours une excuse. Bien sûr. Pour ne pas venir, quoi. Oui. Alors, sa mère ne veut, vraiment, ça l'embête de le laisser tout seul, d'autant plus qu'il ne connaît pas bien ses copains. Mais qu'est-ce que dit sa maman? Sa maman voudrait l'emmener avec elle, pardon. Oui, mais pourquoi elle lui laisse le choix? Comment faire? Il n'a pas le choix. À 16 ans, il est mineur, d'une part. Oui. Donc il est mineur, elle ne le laisse pas tout seul. C'est ça le problème. Mais c'est pas entendre raison. Non, mais elle lui dit, sa maman, qu'il n'est pas question. Mais il est tellement têtu, borné, qu'elle ne peut pas le... Mais est-ce qu'il lui a dit non, je ne viendrai pas? Par rapport à lui. Non, attendez. Elle ne peut pas le prendre de force, quoi. Non, voilà. mais parce qu'il a dit non, je ne viendrai pas. Ah oui. C'est clair. C'est-à-dire que physiquement... Elle l'a laissé 3-4 jours pour voir, mais bon, elle était inquiète et comment ça s'est passé? Titre, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que voilà, avec un copain, ils ont dû fumer. Bon, le tapis a été un peu brûlé. Il a fumé la moquette, c'est le cas de le dire. Marie-Thérèse, quelle autorité elle a sur son fils ou éventuellement d'ailleurs le père? Qui a de l'autorité sur ce garçon de 16 ans? C'est ma fille qui l'a. Hein. Le père le prend, très peu. Les 15 jours. Prend les deux. Hein. Enfin voilà, c'est les enfants. Oui. Il a quoi? Un petit frère, une petite sœur? Le père c'est ma fille qui l'élève, donc forcément c'est ma fille qui l'a tous les jours et. Oui. Elle a du mal à se faire respecter. Une certaine autorité. Attention, elle ne cède pas facilement, hein. Oui.
Mais là, d'accord. Alors, si vous voulez, c'est très difficile de le prendre de force. Et s'il ne veut pas, il ne veut pas. Alors, c'est un ultimatum. Elle me menace j'appelle la police, qu'ils te mettent dehors. Je dis oui, mais enfin bon, il est mineur, Non mais il a pas possible, quoi. Oui. Alors Marie-Thérèse, parce que là, il lui tient tête en jouant le rapport de force. Et elle dit, je vais appeler la police, elle n'est pas crédible. Par contre, elle lui dit, voilà, c'est une autorité, tu es mineur, je ne peux pas, pour une question d'autorité, de loi, te laisser seule à la maison. Donc maintenant, tu viens et tu m'obéis. Alors effectivement, elle agira. Donc elle n'a aucune autorité sur lui, alors, vous confirmez? Certaines choses, oui, mais il revient, elle est fatiguée, quoi. Voilà, elle est lasse. Oui, mais moi c'est ça que j'entends, c'est que moi j'ai l'impression que son autorité faiblit un peu et qu'il le sait, parce qu'un ado qui comme ça, j'allais dire la menace ou lui fait croire que il viendra pas, il la provoque en fait. Ah, mais il est toujours dans la provocation. Enfin, tout au moins très souvent dans la provocation. Oui. Ça, même avec nous, ses grands-parents, il est très respectueux, hein. Alors, à ce moment-là, vis-à-vis de sa mère, il n'est pas. Oui. Alors, est-ce que le grand-père, avec sa, d'accord, Marie-Thérèse, est-ce que votre mari, est-ce que le grand-père avec sa grosse voix peut lui dire maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement, tu accompagnes ta mère, tu viens avec ta mère. Ah ben oui, il est capable, mon mari. Hein, oui, ce serait bien. C'est pas la première fois qu'il intervient et que voilà. Et là, il l'écoute. Pardon ? Et là, il l'écoute. Est-ce que son petit-fils l'écoute ? Il va trouver une excuse. Enfin, non, il n'y a pas d'excuse à écouter. Pour d'autres sujets. Marie-Thérèse, parce que quand vous m'avez présenté l'affaire là, qui vous préoccupe, vous me l'avez présenté comme si d'ailleurs ça venait de lui, avec tous les bons arguments qui vont bien de sa part à lui, auxquels finalement vous accordez du crédit. Or, il n'y a aucun crédit sur ces arguments. C'est-à-dire qu'un ado s'ennuie à la campagne, je vais vous dire, c'est excellent, c'est très bien, surtout à notre époque. Donc, qu'il aille faire un tour au vert, sans réseau, sans Wi-Fi, sans écran, et qu'il s'ennuie, ça va lui ouvrir des portes de la créativité, de plein de choses. Il a besoin de ce temps de latence pour se construire, même psychiquement. Sinon, il est saturé. Vous voyez, c'est comme quand on sature. Mais ça, je suis d'accord. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est. Mais oui, mais c'est un véritable argument, ça. Non, mais vous n'êtes pas si d'accord que ça. Parce que vous dites. Il ne va pas vouloir venir et bon, on ne peut pas prendre un non, vous avez décidé. De force, quoi. Oui, mais voilà. Moi, ce que j'entends quand vous en parlez, c'est que vous dites, il est plus fort que nous, il a décidé de pas venir. Ouais, non, j'entends pas de fermeté de la part de l'adulte que vous êtes. Alors, c'est pas à vous de la voir, mais en tout cas, de votre fille, moi, je la sens tout à fait dépassée par les événements. Donc, si elle est dépassée, c'est soit votre époux, donc le grand-père qui monte au créneau, mais il y a quand même quelqu'un qui doit mettre son poing sur la table devant ce jeune homme. Il va à l'école, il sèche l'école ou pas? Il sèche les cours. Il va à l'école, bon. Il y a des retards, il y a des... Ok, enfin voilà. Oui, enfin, il n'est pas... après, Ok, il n'est pas en échec scolaire, il n'est pas en rupture totale. Si. Pardon? Oui, parce que, voilà, je vais vous... En 2 mots, je ne vais pas prendre trop l'antenne. Non, mais allez-y. Pour vous expliquer, c'est un enfant qui est comment, diagnostiqué précoce. Bon. Oui. Mais, donc, il a très bien travaillé jusqu'à en 5e, on va dire. Et puis après, voilà, ça a baissé, terminé. Et puis là, maintenant, pourquoi faire aller... Alors, il veut bien aller jusqu'au bac, il aura son bac, mais alors ça, après, qu'on ne lui parle plus d'études. Par contre, il ne sait pas quoi faire encore, hein. Alors tout ça, c'est... Enfin, voilà, ma fille, c'est dur, c'est pour ça que de temps en temps, on intervient quand même, hein, pour l'aider un peu. Il a que 16 ans, il a le temps de changer d'avis pour les études supérieures. Et puis, c'est pas lui dire, tu dois faire des études. Si, en plus, il est diagnostiqué précoce et donc il est pas tout à fait bien dans le système scolaire, qui lui convient pas complètement, mais en même temps, il est très brillant et très sensible et plein de qualités. Il est suivi en psy ou... Ah, je ne veux pas entendre parler de psy, hein. Il est allé une fois, ma fille l'a emmené, une fois lui suffit, hein, il n'a pas besoin.
Il n'a pas c'est ce qu'il dit, hein. Oui, pourquoi pas. Non, mais ça sert à rien. Oui, voilà, ça sert à rien. Oui, j'entends votre mari derrière, ça sert à rien. Oui. Il y a pas. Mais c'est fatigant, c'est épuisant des fois. Hein. Oui, je sens ça, que vous êtes épuisé, mais vous voulez trop de choses pour lui. C'est-à-dire qu'il y a trop d'inquiétude, il y a trop de pression. Vous voulez trop de choses. Si vous voulez tant de choses à sa place, il va pas prendre sa place. Il est tranquille, lui. Il y a maman et les grands-parents qui s'inquiètent pour lui et qui lui mettent un peu la pression. Un enfant précoce, c'est que quelqu'un de avec une grande sensibilité qui sent tout. Il est malin comme tout. Il est pas du tout séquencé sur un système scolaire rigide. Donc il a une grande liberté en lui. Très bien. Il faut la nourrir, cette liberté. Donc lui proposer des activités, des choses. Il y a Anne qui dit pourquoi ne pas casser le train-train des vacances chez les grands-parents et proposer des sorties une fois que vous serez sur place. On essaye de faire, il n'y a pas de souci, même avec les petits sont très contents. Enfin, pour l'instant, j'espère que ça va pas être la même chose après. Mais bon, oui, mais rien ne l'intéresse. C'est ça qui. Oui, mais lâchez ça, c'est normal. Mais vous dites rien ne l'intéresse, c'est votre vision du monde, Marie-Thérèse. Et vous avez forcément pas la même parce que autre temps, autre mœurs, autre époque. Mais il y a plein de choses qui les intéressent à cet âge-là. Il se trouve que simplement, c'est pas un monde que vous connaissez bien. 16 ans. Rappelez-vous même de vous à 16 ans. Alors bien sûr, c'était plus structuré et vous lisiez très certainement parce qu'on lisait à ces âges-là à 16 ans. Il s'intéresse et il se cultive autrement que la façon dont votre génération le faisait. Mais 16 ans, c'est un enfant plein de promesses. Faites-lui confiance. Laissez-le vous surprendre parce que pourquoi il veut rester et ne pas venir? Il y a trop de pression là. Et c'est pour ça qu'il résiste et qu'il dit je ne viendrai pas. Il y a trop de pression quand je vous entends dire oui, il veut pas faire des études supérieures. Il n'a que 16 ans. Vous avez, il y a le temps, il faut lui laisser reprendre goût, pas lui dire bon alors qu'est-ce que tu fais après le bac. Déjà le système scolaire leur met la pression, seconde, première, projet, terminale APB, dès le début de la terminale. C'est déjà pas facile pour des enfants décider à faire des études. On l'essaye pas trop, mais bon quand on le voit, parce qu'on le voit pas quand même tous les jours. Hein. Ouais. On essaye, de discuter un petit peu et puis de le faire parler aussi, parce qu'autrement il est un peu renfermé, et il est scotché dans ses jeux, oui, ce que dit mon mari, il est scotché dans ses jeux, et puis quand il est ici chez nous, il vient, il est content de nous voir, hein, mais il est pressé de rentrer chez lui, alors il tanne sa mère, si sa mère veut rester une demi-heure de plus, bon, on s'en va. Bon, ben voilà, ça y est, maintenant. Mais à un moment donné, oui, mais c'est pas à lui de dicter. Vous voyez, sa mère, elle doit lui mettre une limite, parce que là, il est pas cadré, ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il sent pas de fermeté en face. Alors, je comprends que ce soit difficile pour la maman qui élève seule ses enfants, quasiment. Mais comme dit Mimi le boulanger qui envoie un message, cet enfant a besoin de repères, de limites. Et il en a besoin. Il en a besoin pour se structurer. Il y a Monica qui dit de lui dire mais quand tu seras majeur et responsable, assumeras ta vie, tu t'organiseras comme tu voudras. En attendant, c'est moi qui décide de notre vie de famille. Et c'est tout à fait juste. C'est ce discours-là. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Mais je sais que ma fille, elle se laisse pas quand même influencer ou de temps en temps. Elle lâche la bride un petit peu quand même, hein, parce que mais attendez, elle lui tient tête quand même. Oui, souvent, mais c'est elle pas. lui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui. Mais là, dans ce cas précis, c'est ça, c'est qu'elle ne veut pas le laisser. Puis elle lui dit, il lui dit, puisque t'as peur de me laisser tout seul, t'as qu'à rester ici. Elle lui dit attends, j'espère que il est malin, il a tout compris. Puisque tu as peur, oui, mais voilà un enfant tout à fait intelligent. Tu as peur de me laisser tout seul. Mais la réponse c'est pas j'ai peur de te laisser tout seul. Bien sûr que non, j'ai pas peur de te laisser tout seul, c'est simplement que tu es mineur et qu'on ne laisse pas un enfant mineur. Ça, je sais, voilà, et ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Vous voyez, il y a Anne qui dit le jeune ressent tout cela, il va les faire tourner en bourrique. Ah, mais ça, c'est un peu ça, hein, oui. Oui, il vous fait tourner. Il y a Christine qui envoie un message en disant « Ma fille et moi avons décidé qu'Adrien, 15 ans, venait cette semaine chez nous, campagne et cousin, bébé au programme, nous ne lui avons absolument rien demandé. » Oups.
Oui, on n'a pas à leur demander. On part à telle date, à telle heure, tel jour. Parce que à partir du moment où il obéit pour aller en classe, il n'est pas complètement, vous voyez, déstructuré. À partir du moment où vous me dites, il nous aime bien, certes, il reste dans ses jeux. Lâchez un petit peu de pression sur le regard, le jugement. Ils sont très sensibles à cet âge-là, au jugement. Et il se sent peut-être pas accueilli dans l'âge qu'il a avec... finalement, oui, les travers dus à son âge, les écrans, l'époque. Mais si il se sent accueilli, peut-être que tout d'un coup, il va s'intéresser, à la campagne, aux cousins. Il m'a pas l'air, complètement hors jeu ou hors ligne, cet adolescent. Non, c'est vrai. Oui. Donc moi, je le voir ses cousins, mais bon, alors, peu, quoi. Il va pas. Ses petits cousins, ils sont petits. Il n'a pas joué tout le temps avec eux. Mais ne saturez pas. Mais il s'ennuiera. Laissez-le faire. Je n'entends de votre part aucune confiance. Vous dites, alors c'est ses enfants, mais alors il va jouer un peu avec eux, puis après il va s'ennuyer, comme si vous vouliez absolument aussi lui organiser sa vie. Non, il n'y a rien à organiser. Il ira ou pas vers ses cousins, il jouera ou pas avec ses cousins. Il y a peut-être des bandes dessinées qui traînent chez vous. On s'arrange, mais ce que ma fille me dit, pendant les 8 jours, il va être insupportable, quoi. Parce que si il décide, parce que elle l'aura mis devant la porte et qu'elle aura fermé la porte à clé, il va mener 8 jours, il va être insupportable pendant 8 jours. Alors, la vraie question, Marie-Thérèse, c'est parce que 16 ans, c'est quand même un peu tôt, est-ce qu'à 16 ans, vous imaginez que vous pouvez lui faire confiance? Le problème de l'âge de 16 ans, c'est qu'à 16 ans, ils n'ont pas conscience des dangers et des limites, puisqu'ils les testent. À 16 ans, tout l'intérêt, c'est de tester des limites. Alors, tester des limites quand c'est des sorties du soir, mais qu'on met une date limite d'heure. On peut passer des contrats de confiance avec un jeune de 16 ans. C'est même plutôt bien de dire voilà ce que je te propose. Qu'elle passe un deal avec lui, dire écoute, tu viens en vacances, mais je ne sais pas s'il sort déjà le samedi soir, s'il sort de temps en temps. Non, le soir il ne sort pas. Il fait du foot. Donc oui, mais je parle du samedi soir. Marie-Thérèse. Oui, je parle du samedi soir. Est-ce qu'on week-end non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Est-ce qu'il demande à sortir? Il n'est pas en demande. Oui, donc il est excessivement sage, ce garçon de 16 ans. Oui, après... oui, qu'est-ce que... On ne sait peut-être pas tout, hein. Comment ça, vous savez pas tout? Il ferait le mur pendant que sa mère dort? Il ne sort pas le soir, ça... à 16 ans, il est parisien, il est dans une grande ville? Oui, banlieue parisienne, quoi. Bon, et à 16 ans, il ne demande pas à sortir le samedi soir. Bon, c'est déjà... Non, les après-midi, et puis après, le dimanche, non, jamais le soir. D'accord. Et sa maman lui dit, tes copains, je veux bien, mais amène-les à la maison. Tu vas leur poser un tas de questions. Voilà. Tiens, mais elle ne les connaît pas, ses copains. Ouais, elle voudrait bien, mais elle ne veut pas non plus... le talonner, les pieds... Si elle le fait quand même. La preuve, c'est qu'il dit, je les emmène pas parce que tu vas poser un tas de questions. Il y a trop d'intrusions. Il a envie d'avoir la paix. Alors, il pourrait être avec vous en ayant un peu plus de paix. Ça va être ça le deal que vous allez passer avec lui. Pourquoi? Il ne faut jamais rien lui dire, finalement. Mais c'est pas rien lui dire. C'est pas l'envahir en lui mettant votre programme et votre désir et votre volonté, et votre façon de voir la vie. C'est lui laisser un peu d'espace. On l'étouffe trop, quoi. C'est pas le pousser. Vous voyez, parce que c'est comme si vous aviez trop de projets pour ce qu'il doit être. Il sait pas ce qu'il doit être. Il a 16 ans. Il imagine pas. Il le sait pas. Et il a besoin de se créer. Il est à un âge où on se crée. Alors on prend, on rejette. Mais si autour de lui, il a des adultes qui savent très très bien qui il doit être. Mais c'est complètement stressant. Du coup, il dit mais partez et puis je vais prendre de la fumette, ça va me détendre. Attention parce qu'ils sont très sensibles au stress à cet âge-là. Et oui, vous voyez, il y a des auditeurs qui disent quand on écoute Marie-Thérèse, on dirait que tout est joué d'avance et c'est un peu dommage. Il est jamais trop tard pour être convaincant. Alors c'est vrai d'être convaincant aussi avec lui. C'est vrai que quand on vous entend, vous me dites non, c'est pas possible, il veut pas venir. Mais c'est jamais trop tard pour trouver les bons arguments. Là, il est chez son père.
Et donc d'avoir une discussion avec lui en disant écoute, j'ai bien réfléchi, je sais que tu as envie que je te fasse confiance et je suis plutôt partante pour te faire confiance parce que c'est un garçon qui m'a l'air complètement sérieux. Quoi que vous en disiez à 16 ans, maintenant je ne peux pas, tu es mineur, je ne peux pas, c'est trop dangereux, il t'arriverait n'importe quoi, vous imaginez le feu, un incendie. Oui. Bah oui, mais il est en danger à 16 ans, on laisse pas un enfant de 16 ans tout seul. Non, mais elle ne veut pas. Mais voilà, après elle dit. Oui, mais c'est ce que dit, voilà, ajoute Mimi le boulanger. 16 ans, il n'a pas décidé, mais pour autant, il faut quand même entamer un dialogue. Donc, il faut qu'elle arrive à dialoguer avec lui. Donc, que lui arrive à comprendre son point de vue de mère, parce qu'il n'y a pas, il y a pas à faire autrement. Et puis qu'elle l'entende sur, qu'est-ce qu'il propose, qu'il y ait une négociation, qu'il ait lui une marge de manœuvre. La marge de manœuvre n'étant pas de venir ou de pas venir, mais la marge de manœuvre à l'intérieur du cadre qu'on va lui mettre. Il doit avoir un cadre. Oui, ce que dit Monica, il faut bien séparer les deux choses. Il n'est pas à sa place, c'est pas sa place de décider s'il y va ou pas, mais une fois sur place, il est libre de s'ennuyer ou pas. Et donc, sur place, il doit être totalement libre. Il fait, voilà. Oui. Oui. On va faire en sorte qu'ils viennent de toute façon, hein. Alors, Marie-Thérèse, comme ça, hein. Vous avez raison. Je cherche pas à voir raison. J'essaye juste de vous ouvrir, voilà, d'autres horizons. Alors, il y a Liliane qui est en ligne avec nous et qui, voilà, voudrait vous apporter ses conseils. Bonsoir, Liliane. Bonsoir. Merci. Oui, je voudrais intervenir auprès de cette grand-mère. Là, je suis moi-même grand-mère aussi et j'ai des ados, donc qu'on les comprend bien aussi. Mais cet ado, lui, il est en pleine crise d'adolescence. Il faut avoir un peu plus d'autorité avec lui. Il a l'habitude qu'on lui cède, donc il a compris la faiblesse de sa maman et de ses grands-parents. Hein. Donc il en joue, il n'a pas de limite. Hein. Oui. Il n'est pas question de le laisser seul, c'est sûr, parce qu'il n'a que 16 ans. Alors il faut lui proposer peut-être, tu viens avec un copain. Et puis, non, mais ça c'est fait. Non mais Liliane, avec un bon copain, qu'est-ce que j'aimerais faire comme activité? Liliane, écoute, Liliane, Marie-Thérèse nous dit que on lui a déjà proposé de venir avec un copain et il a dit non. Là où je vous rejoins, mais en nuançant un peu vos propos, Liliane, c'est que il y a d'un côté pas assez d'autorité, mais trop de rigidité, ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si je pense que c'est un manque de dialogue qui est entre eux, exactement, c'est très rigide. C'est ça que je veux dire, quoi. Avec peu d'autorité. Mais au contraire, les ados aiment souvent discuter avec les grands-parents. Exactement. Et savoir les expériences qu'ils ont eues et tout ça, je pense qu'un ado, il y a moyen de le raisonner quand même, quoi. Qu'est-ce que vous raisonner, il faudra arriver. Je pense qu'il faudrait le prendre, allez hop, on discute en tête à tête, et qu'est-ce que tu aimerais faire? Rien, il va me dire. Rien, on ne peut pas laisser un jeune homme chez lui à ne rien faire. Bon, voilà, il est... Et sans surveillance. Limite, sa mère, quand il faut le punir, elle lui enlève les suppressions, pendant quelques jours. Elle intervient quand même, hein. Elle n'est pas complètement... Oui, mais alors vous voyez des suppressions pendant quelques jours, Marie-Thérèse, ça c'est des punitions qu'on fait à un enfant entre 0 et 10 ans. Oui. C'est pas ce qu'on trouve avec un enfant de 16 ans. Non, c'est le dialogue qui manque et puis en discuter. Comme il dit, tu te prends comme une grande personne. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ton bien-être? Voilà, tu te prends pour une grande personne. Donc, quelles sont les responsabilités qu'on peut te confier, celles que tu peux prendre? Mais celle de rester seule à 16 ans à la maison, celle-là, elle n'est pas possible. Elle est trop tôt. Voilà, c'est tout à fait juste. Il est trop jeune et il faut qu'il comprenne quand même. Je pense que s'il a de l'avance sur son âge, je pense qu'il pourra quand même... pourra comprendre, mais il faut discuter avec eux calmement et puis... Oui, on va discuter avec lui, si vous voulez, hein, mais des fois, on discute, il me donne des arguments, mais il revient toujours à la charge. Et la question, elle revient par exemple, les 2 minutes. Par exemple, Marie-Thérèse, sur quel sujet? Je ne sais pas, là, j'ai pas d'exemple précis tout de suite, mais je sais que lorsqu'il y a...
Là, plus rarement, hein, parce que voilà, les grands-parents, il vient avec sa maman, ils viennent déjeuner, ils viennent pas tous les jours non plus, pas forcément toutes les semaines non plus, mais on peut discuter, mais bon, c'est vrai que je reviens sur l'école, je reviens sur l'avenir, c'est vrai. Oh là là, oui. C'est trop tôt de lui parler de tout ça, quoi. Il est à un âge... Il se dit grand, mais c'est encore qu'un petit ado, et puis je pense que il comprend peut-être pas tout non plus. Il faut le lui expliquer, quoi, que à son âge, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis par contre, on veut bien l'aider. Franchement, ce n'est pas pour la quitte à lui proposer des activités, le sport, je sais pas. Elle intervient pas mal, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je comprends que ça puisse être fatigant. Ouais. Voilà, merci Liliane de nous avoir appelé. Oui, si ça peut lui venir en aide. Oui, merci de votre témoignage. Hein. Merci Liliane. Marie-Thérèse, ce que je crois comprendre là, et d'ailleurs dans vos réactions et dans le dialogue avec Liliane, et je comprends aussi du coup un peu vos résistances ou vos réticences, c'est que je crois qu'il y a une petite confusion. Il y a une confusion entre avoir de l'autorité et puis quelquefois être un peu trop rigide. On peut avoir de l'autorité être autoritaire et avoir de l'autorité, c'est pas la même chose. Être autoritaire avec un enfant de 16 ans, ça ne marche pas. Surtout quand vous dites oui, j'ai du mal à le convaincre, il veut avoir, laissez-le avoir un peu raison, en tout cas dans certains points de vue. Vous pouvez dire que vous ne le partagez pas, que vous êtes d'une autre génération, avec un autre point de vue. Ça m'arrive, ça m'arrive. Super, d'accord, c'est vrai que ça m'arrive de lui dire, alors on me dit, oui, mais maman, tu vois, là, elle m'a disputé, machin, mais je dis, bon, alors là, c'est vrai qu'il a peut-être été un peu fort, j'essaye de faire un peu... Ouais, d'arrondir les angles, on va dire. Arrondir les angles, oui, là. Mais alors, par contre, tu vois, là, toi, t'aurais pas dû agir comme ça. J'essaye. Maintenant, mais bon, il veut quand même souvent avoir le dernier mot. Ça, c'est sûr. Hein. Parce qu'il a besoin d'éprouver, alors là je rejoins ce que disait Liliane, qu'il est déjà un jeune adulte. Laissez-lui des endroits ou des façons ou des comportements, des moments où il peut justement avoir un peu ce sentiment-là, parce que sinon il a l'impression qu'on l'infantilise, et quand on est trop rigide avec un enfant de 16 ans, vous savez, c'est là où il fait le mur et il fait l'imbécile. Donc c'est du cadre, mais c'est pas de la rigidité. Hein. C'est un cadre, ça permet quoi? Ça permet de jouer. Parce que si on fixe un cadre ensemble, ça veut dire qu'on fixe une règle. Et la règle, elle nous permet quoi? Comme un jeu de société qui porte bien son nom, on suit une règle et donc on peut tout jouer ensemble. Hein. On sait ce qui va se passer, on connaît les objectifs, on sait ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et peut-être que ce jeune homme-là manque de cadre, donc il manque de règles, et du coup il sait plus jouer, ou alors il se met hors jeu. Hein, et il se met à avoir des comportements pour vous hors jeu. Et quand vous lui tapez symboliquement sur les doigts, il dit non, mais ça va pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la règle du jeu, elle n'a pas été décidée. Et pour avoir une règle du jeu, faut que tous les joueurs se mettent d'accord sur la règle. Parce qu'il a 16 ans, donc il doit être inclus dans vos règles. C'est-à-dire se mettre autour d'une table, on parlait tout à l'heure de dialogue, mais pouvoir se mettre autour de la table et de voir quelles sont les règles qu'on va se fixer et auxquelles on va adhérer. Et petit à petit, les règles évolueront. Oui, quand il aura 17 ans, l'année prochaine, on parlera de laisser seul. Pour l'instant, il n'a encore que 16 ans, et ainsi de suite. Alors, Monica demande pourquoi ne pas laisser rien faire. Je croyais pas laisser tout seul. Rien faire un jeune de 16 ans pendant ses vacances. Oui, une fois qu'il y a un cadre et pas une prison. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera chez vous, en revanche... mais on le laisse rien faire, parce que de toute façon... mais ça vous plaît pas trop. Mais on lui propose des choses. Oui, mais ça vous plaît pas trop. Oui. On préférerait que... Oui. On préférerait. Qu'il soit il s'enferme dans sa chambre. Ou alors, mais ça, c'est normal. Quand on lui dit, il est telle heure, puis on le laisse. C'est normal. Pas le sortir du lit brutalement. Hein. Marie-Thérèse, c'est complètement normal. Si vous voulez échanger avec lui, discutez, comme dit un auditeur, cinéma ou littérature.
Voilà, intéressez-vous. Et puis là, il y a Christine qui dit on ne lui demande pas c'est ainsi. Par contre, on cherche un Wi-Fi dans le coin pour quelques heures dans la semaine. Et après, il râle et ronchonne toute la journée. C'est son âge, c'est normal. On prend cela avec humour. Oui, c'est-à-dire que il vous adresse pas la parole, il reste dans sa chambre. C'est vrai, peut-être vous non, peut-être votre fille l'a fait. En tout cas, vous avez vu des jeunes se comporter comme ça. Bon, ça lui passera. Oui, mais il y a des choses que je comprends. Moi, ça, franchement, c'est pas grave. Mais je comprends les jeunes et j'essaie de me mettre un petit peu au diapason. Après, évidemment, j'ai des idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes que. Certaines éducations actuelles. Je suis beaucoup plus ancienne, donc je. Oui, forcément. On n'était pas élevés de la même façon, C'était plus rigide, c'est vrai. Alors, c'était plus rigide, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose qui était très aidant. C'était un cadre très clair. Ce qui est dommage, c'est que, on peut être plus souple, mais si on enlève le cadre, là, ça devient vraiment embêtant. Et en fait, il est là le problème. Il n'est pas tant. Quand c'est trop rigide, effectivement, on est un peu dans la soumission, et donc c'est un peu de l'éducation, à la règle sur les doigts, et ça fait pas du bien, ça aide pas à grandir. Par contre, ce qui aide énormément à grandir des jeunes aujourd'hui, c'est un cadre excessivement carré. C'est-à-dire carré, c'est clair, ils savent ce qu'ils ont le droit et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et là, du coup, ça change tout, parce que quand ils ont le droit. Quand on leur donne des droits, alors c'est 100% des droits. Sur certains espaces, pas sur d'autres. Mais ça, il faut se mettre d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on accepte et éventuellement en discuter. Mais effectivement, c'est pas à vous de préférer quelque chose pour lui, parce qu'il est dans un âge, 16 ans, où il est en pleine quête de lui-même, en pleine recherche, et il va se perdre avant de se trouver. Voilà, il va rester des heures cloîtré dans sa chambre, ou des repas entiers, à pas vous adresser la parole et à faire la gueule. Oui, c'est pas amusant du tout. Je suis d'accord avec vous, mais ça fait partie d'un certain processus, et vous êtes là, voilà, vous continuez votre vie avec un peu d'humour. Mais là, revenez sur l'histoire des vacances. Je vais en discuter avec ta fille, et puis voilà, il va venir. Ça c'est sûr. Il va venir. C'est sûr, il y a juste pas le choix. Alors, elle lui parle pas de police ni rien, il n'y a pas le choix, voilà. Bon courage, Marie-Thérèse. Vous nous enverrez un message pour nous dire comment ça s'est passé, J'aimerais bien, on veut la suite. On veut la suite la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à vous, bon week-end. Bonne nuit à vous toutes et à vous tous. Faites de beaux rêves. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Et je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat avec toujours ces passionnantes histoires pour ceux qui ont des insomnies. À demain, 23h.